On va parler de Revel. Ah oui, oui, on se plaignait du scrutin Revel. majoritaire qui donnait une image, non, pas fidèle du paysage politique français. On demandait la proportionnelle pour une meilleure représentativité, mais le scrutin d'hier a prouvé que le majoritaire n'était pas une assurance vie pour l'obtention d'une majorité stable. Mais il a prouvé aussi qu'il pouvait peut-être représenter avec une certaine fidélité le paysage politique français, en particulier celui choisi par les Français lors de la dernière présidentielle, d'où notre premier débat. L'Assemblée nationale est-elle représentative du paysage politique français? Et vous êtes 53,4% à dire oui. Avec nous, Jean-Christophe Gallien, politologue. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Est-ce que dans la Ve République, une assemblée a été aussi fidèle au paysage politique que celle élue hier? C'est difficile de dire la fidélité. D'ailleurs, est-ce qu'un mode de scrutin est là pour représenter aussi fidèlement ce que pourrait faire la proportionnelle dite intégrale sur la totalité de la circonscription nationale? Je n'en suis pas certain. Maintenant, est-ce qu'il y a une histoire ressemblante? Si vous voulez, je pense que on est dans un contexte qui est marqué d'abord par une évolution depuis 2017, surtout pas une évolution, un effondrement depuis 2017 de la participation. Ce qui veut dire qu'à votre question, savoir si ça représente le paysage politique français, où voilà, il faut déjà enlever une moitié du contexte politique et s'intéresser à ce qui reste de cette partie-là. Alors vous me direz, auparavant, on était à 60, 70 selon les élections, même entre 55 et 70 d'expression. Le point positif, c'est qu'à ce deuxième tour, on a gagné par rapport à 2017 plus de 2 500 000, presque 2 600 000 votants. Des gens qui sont venus s'exprimer, voter. Donc, on se rapproche de quelque chose de plus intéressant. Maintenant, je vous le dis, je suis pas certain. Ce que ça représente, ce que ça dit, c'est certainement des impulsions politiques. Est-ce que ce sont des éléments qui décrivent j'allais dire la surface du politique en France? J'en suis pas certain, mais en tout cas, ça représente ces impulsions. L'impulsion de la NUPES, et à l'intérieur de la France insoumise, à l'intérieur du PS, vous voyez ce que je veux dire? De l'autre côté, on a la dynamique, ou en tout cas quelque chose qui est la verticalité du Rassemblement national, le maintien d'un peu de LR, et puis au milieu, on a un centre divisé en plusieurs mouvements, dont le parti présidentiel, qui reste malgré tout le premier parti, entre guillemets, en expression parlementaire de ce pays. Est-ce que ça dit la réalité du paysage politique français? Écoutez, c'est une expression. Je ne sais pas trop ce que c'est la réalité, si vous voulez, en dehors, encore une fois, d'une photographie exacte à un instant donné, qui évidemment n'est pas exactement ce que peut être une élection, ni une mandature. On va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger. Je vais choisir, contrairement à Jean-Christophe, si j'ai bien saisi sa pensée, le verre à moitié plein. Par rapport à la composition ancienne, je ne peux que considérer que la nouvelle Assemblée va être une sorte de représentation proportionnelle, mais bien sûr fragmentaire, incomplète, inachevée. Par rapport à celle que j'aurais souhaité, j'entends bien qu'elle n'est pas encore décisive. Mais, me semble-t-il, quel progrès tout de même dans la composition actuelle qui n'occulte pas, mais qui limite considérablement le hiatus entre le pays réel et le paysage parlementaire. Je ne peux pas m'empêcher, Jean-Christophe, de trouver que c'est un plus démocratique que, aussi incomplète que soit la représentation par rapport à la multitude des abstentionnistes, qui a là tout de même un vrai progrès républicain pour le futur. Jean-Christophe Gallien. Oui, alors, encore une fois, on se méprend pas. Moi, je trouve plutôt positif qu'on sorte de la chambre d'enregistrement et qu'on entre dans une période où
on verra bien combien de temps ça dure d'ailleurs, où on aura quelque chose qui peut représenter une conversation démocratique, enrichie, démultipliée, au sein au moins du Parlement. Ça ne dit pas d'ailleurs que ça suffit à la représentation, et encore une fois, je le redis, de l'ensemble du paysage politique français. Mais ça, c'est très positif. Philippe, on est tout à fait d'accord. Cet aspect-là, à la fois parce que ça veut dire cette vivacité, à la fois parce que ça dit aussi, peut-être aussi, ce que disait François, je l'écoutais tout à l'heure, une forme de rééquilibrage intéressant prévu par les institutions dans le cadre d'un affrontement entre un exécutif et du législatif dans cette 5e République, qui finalement est assez intelligent. Vous voyez, on a prévu un affrontement, il faut le dire comme tel, avec des moyens des deux côtés pour non pas se faire la guerre, mais en tout cas favoriser l'expression démocratique et républicaine dans un contexte, encore une fois, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Alors, ça maintient quand même malgré tout un avantage toujours à l'exécutif, et quelque part c'est un peu normal puisque il y a une mère des élections dans ce paysage qui est celui de la présidentielle, mais ça ne veut pas dire pour autant, encore une fois, que ça doit être la seule règle, et ça c'est intéressant. Donc, Philippe, je suis d'accord avec vous sur le terrain du fond, et je ne peux pas dire aujourd'hui que ça soit, et c'est normal, une élection n'est pas là forcément pour représenter et dire à l'instant T ce que pourrait être une votation, une permanente, si vous voulez, non pas, encore une fois, participative, mais même simplement introductive d'un débat. Ça n'est pas l'objet d'une élection. L'élection, c'est de trouver quelque part une organisation dans la démocratie telle que, encore une fois, une constitution l'a prévu, qui puisse fonctionner à la fois, non pas forcément en termes de résultats, mais de débat démocratique. Françoise Degois veut réagir. Oui, moi j'entends de vos finesses, mon cher ami, mais la réalité c'est que c'est presque miraculeux. Quand vous regardez la composition, eh bien vous vous rendez compte qu'on est, je le redis, sur les 3 France, les 3 blocs qui ont marqué ce premier tour de présidentielle, avec une majorité qui est devant, même si elle est relative, elle est devant. Alors elle est relative méchamment pour Emmanuel Macron. Moi je pense pas que l'avantage, je suis d'accord avec vous Jean-Christophe, il est encore un peu chez lui, mais je pense que la Macronie est totalement déglinguée et la majorité est totalement déglinguée. Elle n'a pas la boussole. Et en plus, Macron est déboussolé, je pense, en plus à titre personnel, pour commettre autant d'erreurs depuis la présidentielle. Ce sera notre deuxième débat. Deuxième débat. Mais c'est miraculeux. Un Rassemblement national qui rentre en force, 90 députés, c'est bien le moins. Moi, je peux pas pleurer parce que le Rassemblement a 90 députés, alors que je fais partie des gens, pourtant je suis une opposante politique au Rassemblement national, qui disait c'est pas normal quand on a fait 13 millions de voix au second tour qu'on soit si peu représenté. Donc on va pas maintenant pleurer en disant oh là là c'est affreux, il rentre en force, alors que nous souhaitons en tant que démocrates que tout le monde soit justement représenté. Moi je pense que c'est une forme de, comment dirais-je, de bonne fortune que ce mouvement qui ameute et qui rassemble des colères, si vous voulez, soit canalisé par un vote avec autant de députés. Imaginez un électeur, des électeurs, 13 millions d'électeurs de Marine Le Pen qui se retrouvaient hier soir avec 10 députés. La rancœur, la frustration, bien normal. On en est là. Et la gauche qui a fait 21, 22 ou 26%, qui se retrouve vraiment quasiment avec son quota. Donc moi, je ne suis pas catastrophée par ce résultat. Je suis d'abord très heureuse de voir le retour de la gauche en force. Je suis très heureuse de voir Emmanuel Macron contraint, parce que pour le moment, le chef de l'État, comme on dit dans les cours de récré, fait un peu son malin, sur le mode, il envoie tout le monde, on va trouver des majorités, etc. Que nenni, on fait de la politique. Les partis, de mon point de vue, n'ont aucun intérêt à lui faire le moindre cadeau. Et je pense qu'il n'y aura aucun cadeau. J'espère qu'il en a bien conscience. Jean-Christophe Gallien. Et ensuite, je suis pas sûr qu'il ait bien conscience de ça. Pour le coup, Françoise, il n'y avait pas vraiment de finesse dans mon propos. C'était assez concret. J'ai compris ce que tu voulais dire, ouais. Ouais, je pense qu'il y a vraiment, si tu veux, quelque chose qui se joue, qui est très intéressant. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, en effet, parce que je ne suis pas certain qu'il y ait aujourd'hui, du côté de l'exécutif, la boussole, la capacité. Je suis d'accord. Je parle de l'aspect national. Même le savoir-faire, Jean-Christophe. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés, d'autant qu'il y a ça et là aujourd'hui des
des failles qui s'installent, qui s'étaient organisées préalablement à l'intérieur même de l'univers très ramassé qui préside aux destinées de la présidence de la République. Donc c'est vrai qu'on est dans un contexte qui propose, en tout cas, on va voir si l'exercice d'agilité politique est quelque chose que Emmanuel Macron peut maîtriser. Et dans quel contexte? C'est-à-dire que pour le coup, je suis assez d'accord avec Françoise, les Républicains auraient, à mon avis, sur leur destin personnel, je parle pas, Pierre, de l'aspect du destin du pays, je parle du destin personnel des Républicains. Je suis pas certain qu'ils aient très intérêt, comme certains à l'intérieur du parti le proposaient encore hier soir et ce matin, d'aller faire ami-ami, même dans un contrat à durée déterminée avec Emmanuel Macron. Oui, mais ils font des offres de service. Là, on va couper la poire en deux. On va donner la parole. C'est les offres de service habituelles de Jean-François Copé tous les soirs d'élection. Et de Rachida. Et de Rachida. Je donne la parole à Pierre Licia. Non, mais pour répondre à votre question, d'ailleurs, je crois que qu'on n'a pas posé. Si, l'Assemblée nationale est-elle représentative? Tu écoutes les questions, toi. J'écoute les questions. Et j'écoute surtout ce que disent les auditeurs. Ils disent grosso modo à 50-50. 53,9. C'est-à-dire qu'une moitié considère que oui, une moitié considère que non. Et je pense que les auditeurs ont raison. C'est-à-dire que oui, il y a une représentativité un peu plus forte parce qu'effectivement, quand vous vous retrouvez avec des millions d'électeurs qui votent pour Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon et qui se retrouvent avec 5 ou 10 députés sur 577, ça fait un peu léger et ça effectivement nourrit les rancœurs politiques et puis la colère. Mais la colère qui du coup se traduit par une montée des extrêmes, quels qu'ils soient, et qui se traduit du coup dans les urnes. Mais en même temps, il y a effectivement une représentativité des grands blocs. Des grands blocs politiques qui ont issus de l'élection présidentielle. C'est le retour de la gauche-droite en plus. C'est oui, effectivement un retour à cette vie politique un peu bipolaire avec bipolaire un peu radicalisé. Ça va pas faire plaisir à Françoise, mais c'est vrai qu'on a d'un côté une extrême gauche très radicale, un bloc central centre-mou un peu qui est devenu centre-mou au fil du quinquennat. Centre-mou autoritaire. Il a la même autorité qu'un exécutif. Pardonne-moi Françoise, mais tous les exécutifs de la Ve République ont ce côté autoritaire dans la mesure où ils ont la majorité absolue. Je parlais du maintien de l'ordre, par exemple. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Je pensais sur l'usage des institutions. Je pensais à Giscard Pognat, vous voyez. Et puis un bloc de droite plus voilà extrémisé, radicalisé, avec une grosse dominante d'extrême droite, et au sein même d'ailleurs des Républicains, une bonne partie des Républicains, il faudrait voir le détail, mais une bonne partie des Républicains qui sont un peu extrémisés. Mais pardon, j'en termine là. On n'a pas une représentativité exact. C'est-à-dire que on n'a pas une représentativité fidèle à ce que le scrutin présidentiel a donné. Aujourd'hui, les 7% d'Éric Zemmour, vous ne les voyez pas à l'Assemblée. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, les 1,7%. Alors si j'allais dire les 1,7% de d'Anne Hidalgo, vous les retrouvez finalement parce qu'ils ont quoi, 29 ils ont beaucoup sièges. Plus que ce qu'ils auraient dû avoir. Ils ont 31 sièges, les socialistes. Plus que ce qu'ils ont. Donc finalement, il y aura toujours des rancœurs. Mais effectivement, sur les dynamiques de bloc, on les y retrouve. Après, est-ce que les institutions sont faites pour fonctionner comme ça? Rien n'est moins sûr. Jean-Christophe Gallien, pas trop long, parce que vous allez avoir une deuxième ration de Philippe Bilger, et ça ne se refuse pas. Non, très court. Juste pour redire que ce qui est intéressant, c'est que ce sont quand même à chaque fois, on oublie, c'est pas un scrutin. Alors c'est un scrutin national évidemment, mais découpé en plus de 500 morceaux, et il y a donc des localismes. Ce qui est intéressant, c'est de voir les dynamiques. Je regardais ça hier soir et ce matin pour d'autres enjeux, et il y a des dynamiques extrêmement fortes pour le coup localement inscrites. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui se géographise, si vous voulez. Au-delà des dynamiques d'âge, de sociotypie particulière, il y a quand même des espèces de blocs géographiques qui s'organisent aussi, et tout ça pour redire que ce scrutin exprime ces localismes. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, bien sûr que par agrégation, ça constitue, et vous avez raison, un bloc de représentation à trois partis d'ailleurs qui correspondent grosso modo à 3 France qu'on a vu émerger au présidentiel, et qui aujourd'hui restent fidèlement inscrites dans cette expression qui, encore une fois, se construit à partir de plus de 500, 550, en tout cas, représentations locales. Et c'est ça l'espèce de magie finalement du scrutin majoritaire qui a été pourtant très critiqué, c'est que vous voyez qu'il peut permettre une expression non pas parfaite,
Pierre vient de le dire, évidemment, avec des effets de levier. Si on avait la proportionnelle et si M. Macron demain décide de faire la proportionnelle, je pense qu'il y perdrait beaucoup. Il ne serait plus le premier parti, en tout cas à l'Assemblée nationale. Mais ça permet quand même cette diversité. Et ça, pour rejoindre l'ensemble, et notamment Françoise, c'est plutôt quelque chose de très positif pour les quelques mois et années qui viennent, à condition, encore une fois, qu'on n'en soit pas seulement rendu à l'affrontement. Il nous reste 2 minutes 30. Philippe Bilger et la réponse de Jean-Christophe Gallien. Jean-Christophe, comprenez-vous que je sois sensible à cette ironie du sort qui fait que Emmanuel Macron nous ayant promis il y a quelque temps une nouvelle manière de présider et ne l'ayant évidemment pas mise en œuvre, cette représentativité un peu plus achevée à l'Assemblée nationale va peut-être le contraindre à tenir des engagements. Oui, c'est vrai. Jean-Christophe Gallien. Oui, alors ce qui est encore plus ironique, c'est que mardi dernier, sur le tarmac devant son avion, qui n'était pas Air Force One, mais en tout cas, il a promis, il a annoncé moi ou le chaos. Donc finalement, c'est bien un peu le chaos qui est arrivé, puisque c'est pas lui tout seul qui est arrivé en tête. Et donc on va voir ce que chaos finalement va proposer. Moi, je pense que encore une fois, il s'agit d'une nouvelle période, une période d'agilité démocratique, politique, plutôt positive, et rien ne dit qu'on ne sorte pas, encore une fois, avec plus de puissance politique, plus évidemment d'engagement. Ça ne veut pas dire pour autant avec les mêmes personnes. Je pense qu'il a intérêt à très vite rejoindre François, changer de gouvernement, changer de Premier ministre. Ah, tu es d'accord avec ça? On est d'accord. Il faut qu'il envoie un signal, en fait. Hein, on est d'accord. Et il envoie très vite. Il n'attend pas 3 semaines comme la dernière fois, parce que pour le coup, sa stratégie, c'est de laisser boxer ses adversaires dans le vide. Il pense que ça lui a réussi, mais tout a échoué cette fois-ci. Donc il faut qu'il se ressaisisse, Emmanuel Macron. Ce sera justement notre second débat. Le résultat du premier. L'Assemblée nationale est-elle représentative du paysage politique français? Vous êtes 54,1% à dire oui. Merci beaucoup à Jean-Christophe Gallien, politologue, qu'on a toujours beaucoup de plaisir à avoir une petite chronique politique de Philippe Rossi. Ça vous va? Il y a beaucoup de choses à rajouter.